Je vais prendre quelques exemples dans les choses qui me paraissent, en tout cas dans ma discipline, les sciences de la vie et de la Terre, être intéressantes pour les élèves. Par exemple, ont émergé l'utilisation des dispositifs autonomes, pour pas dire les portables des élèves, dans un certain nombre de pratiques pédagogiques. Parce que ces portables, par exemple, offrent dans une unité autonome quelque chose qui est fort utile pour un enseignant de sciences qui veut aller sur le terrain et par exemple faire une étude géologique ou une étude de la biodiversité, puisqu'un élève avec son appareil portable pourra faire une photo de la plante, éventuellement avoir accès directement en ligne à des critères d'identification, finalement à plaquer une réalité augmentée, c'est aussi un terme qui arrive souvent sur les choses qu'il observe, pouvoir mutualiser son observation avec les élèves, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de voir la même chose au même moment, mais au contraire d'enrichir d'observations directes, voire même l'échanger, et ce qui arrive dans certains dispositifs, avec d'autres élèves en France pour avoir une idée, par exemple, réelle de ce qu'est la biodiversité sur l'ensemble du territoire, parce que la diversité d'un terroir est de facto plus limitée que la diversité globale nationale et peut être intéressant, dans un point de vue pédagogique, de le connaître. Donc ces dispositifs autonomes sont extrêmement importants. Je prends un autre, toujours dans la même logique, de dispositifs de mutualisation. Il existe de nos jours de plus en plus d'outils scientifiques qui ont été portés vers l'éducation, qui sont des outils de mutualisation, d'observation par exemple. C'est ce qu'on appelle, c'est la science collaborative, dans lequel il y a un dispositif scientifique, comme ce qu'offre le Muséum national d'histoire naturelle, qui s'appelle Viginature. Les classes peuvent rentrer des observations qu'ils font et ils les partagent, ce qui permet de faire un certain nombre d'études locales, nationales, regarder les contraintes sur la biodiversité. Et c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Ces dispositifs existent pour d'autres points et permettent d'avoir une autre... Ça, ce sont des outils à vraie valeur ajoutée, puisque de toute façon, ils offrent à l'enseignant quelque chose qu'il ne pourrait pas faire avec ses élèves directement. Mais il y a plein d'autres dispositifs qui sont plus des outils ou des logiciels, par exemple des logiciels de suivi avec des élèves, par exemple des médias, qui leur permettent d'échanger, de faire une analyse critique des médias, y compris en sciences, ce qui est fort utile, puisqu'il y a toujours des bruits médiatiques ou des commentaires médiatiques autour de telle ou telle découverte scientifique. Ça s'enflamme un petit peu dans les médias et il faut un petit peu de raison donnée et permettre aux élèves de se faire leur propre idée à partir d'une étude plus scientifique et donc des fois plus critique. Et c'est des choses qui sont relativement importantes. Donc l'enseignant, à l'aide de ses collègues, parce que c'est en partageant des informations avec ses collègues, il pourrait identifier un certain nombre d'outils qui lui sont favorables et lui permettre d'aller là. Et c'est en ce sens que dans les objets de classe inversée, dans lesquels il peut s'appuyer effectivement sur des TIS, identifier des produits qui lui servent à mieux maîtriser la demande du travail des élèves, ce qu'ils vont en faire et éventuellement ce qu'on peut en évaluer ensemble, est relativement intéressante et ça constitue une véritable valeur ajoutée des TIS. On voit bien que les TIS sont liés au dispositif pédagogique que l'enseignant veut. Il n'est pas finalement être dans l'obligation de suivre l'évolution technologique, simplement il identifie les produits dont il a absolument besoin vis-à-vis de sa stratégie pédagogique. Le but pour moi de la pédagogie inversée, au-delà de la capsule, c'est vraiment ce côté ludique de l'approche et notamment collaboratif, c'est-à-dire que les élèves sont vraiment en train de travailler ensemble et l'outil de la tablette me semble idéal parce que déjà il est mobile, donc il se passe la tablette, il bouge avec, etc. Et en plus de ça, il permet de changer le statut de l'erreur. C'est-à-dire, je me suis trompée, ben, c'est pas grave, j'efface, je recommence. Il y a un des groupes, vous ne l'avez pas remarqué, mais hier, ils avaient commencé un petit peu à engager le travail de réflexion sur l'Adobe Slate, donc l'application que nous avons utilisée pour faire la présentation. Eh bien, ils n'y arrivaient pas du tout, ça ne fonctionnait pas, ils n'arrivaient pas à intégrer leur carte mentale dans l'Adobe Slate, de faire le transfert. Et finalement, quand je suis passée, je leur ai donné 2-3 pistes, ils ont effacé plusieurs choses et ils ont recommencé. Et à mon avis, ce support qui est effaçable et modifiable perpétuellement est justement idéal pour ça. De plus, on peut attraper n'importe quelle source, la commenter, on peut aller chercher de la ressource, on peut modifier, retravailler, s'enregistrer, se filmer. C'est un outil qui est, dans le cadre de la classe de français et toutes ses perspectives, la radio, parce que dans le cadre de l'histoire des arts, on travaille sur plein de supports et sur plein de types de projets différents. C'est un outil qui est, je pense, idéal. Au départ, c'est un site internet que j'ai commencé à faire il y a 2 ans. Quand je suis arrivée dans cet établissement en me disant, bon, vu le matériel qu'il y a ici, vu qu'ils ont chacun un ordinateur,
je vais communiquer avec eux par le biais d'un site internet. Ce qui permet aussi de garder des traces et de passer plus de temps à faire de la musique, à pratiquer, qu'à écrire sur un cahier ou coller des feuilles. Ça me paraissait être plus intéressant de commencer à fonctionner comme ça. Et justement, en croisant mes collègues qui fonctionnent en classe inversée, en discutant avec eux et en échangeant nos pratiques, donc là encore, j'ai découvert le Padlet. Donc, j'ai trouvé que c'était un outil pratique, facile, il n'y a pas besoin d'enregistrer. C'est bien fait pour les profs, je trouve, parce que ça permet de communiquer directement avec les élèves, de créer là encore de l'interaction. Les élèves peuvent communiquer entre eux. Je me suis rendu compte que tout seul, en demandant au 4e de rendre des vidéos sur un Padlet, en fait, ils coopéraient entre eux. C'est-à-dire qu'il y a un élève qui n'avait pas compris, qui avait enregistré dans le mauvais format. Une autre élève lui met un petit post-it sur le Padlet à côté. Tu t'es trompé, c'est pas le bon format, il faut que tu enregistres dans tel format. Et il lui répond avec un autre post-it, merci, c'est super, je recommence. Et donc il a pu recommencer comme ça. En fait, il y a deux sortes de Padlet. Il y a le Padlet de cours où ils ont toutes les ressources, toutes les données, les vidéos, tout ce dont ils ont besoin en fait. Donc que ce soit les musiques à pratiquer, les chants à pratiquer. Là pour le cours sur la musique roumaine, la danse, ils ont des vidéos de danse, ils peuvent réviser à la maison. Et ils ont également de l'autre côté du Padlet, on s'est séparé en deux parties, ça ne se voit pas forcément, mais eux, ils ont, à force de l'habitude, ils le savent. À gauche, c'est tout ce qui est pratique et à droite, c'est tout ce qu'on écoute. Donc à droite, ils ont tout un tas d'exemples de vidéos. Ils ne sont pas obligés, ce sont des exemples. C'est-à-dire que s'ils sont perdus, ils peuvent aller sur le Padlet et ils vont travailler avec les vidéos qui sont sur le Padlet. Mais ils ne sont pas obligés. Alors là, je scanne en fait ce qu'ils ont écrit pour avoir une trace et puis pouvoir leur mettre sur le Padlet sur lequel ils vont rendre leurs images Thinking que vous verrez tout à l'heure. Donc ils ont un Padlet sur lequel ils rendent leurs travaux en fait et ça va me permettre d'ajouter de toute façon à ce qu'ils se rappellent, à ce qu'ils ne perdent pas, ce qui est une trace en ligne. Et aussi bien accessible à la maison qu'ici et partout. Padlet, en fait, c'est une image qui va s'afficher donc, en rapport avec la Roumanie, donc ce qu'on travaille. Et puis chacun va aller sur un site qui va nous permettre de prendre des images et mettre plein d'informations sur la Roumanie dessus. Et ensuite, on va tous poster notre image sur le Padlet et on va voir toutes les images des autres. Sur le Padlet, il y a plusieurs sites pour faire des recherches sur la Roumanie. Thinking, c'est un site pour mettre des images et expliquer aux gens ce qu'on veut faire passer. Alors sur cette image, on peut mettre des petits points et à l'intérieur, on peut mettre des images. Enfin, sur une grande image, on peut mettre des points et dans ces points, on peut mettre du texte et des images. Alors j'ai pris des images que j'ai copiées et j'ai pris les points, je crois, oui c'est des points, et les images se mettent directement à l'intérieur et après on met la définition, par exemple cet instrument est un ail ou ça, on peut mettre des vidéos. Au niveau de la phase de construction, là les élèves vont utiliser soit une application de mind mapping, donc moi j'utilise par exemple MindNode, que j'aime beaucoup, qui est simple d'utilisation aussi pour les élèves et qui présente l'avantage d'avoir un cloud. Donc ça permet de retrouver aussi, d'avoir une visibilité sur l'ensemble des cartes produites par tous les îlots. Et puis sinon, j'utilise l'application Keynote, qui me permet en fait de faire des mandalas, donc des petits graphiques circulaires. Voilà pour la phase de construction. Et puis alors pour la phase de production des chefs-d'œuvre, là on va utiliser plusieurs types d'applications. Pour la vidéo, en principe on utilise iMovie quand les élèves créent leur capsule, ou Adobe Voice aussi. On utilise aussi Telagami, ça les élèves adorent Telagami parce que c'est un système d'avatar et donc l'idée c'est de prendre le rôle en fait de l'avatar et de faire le cours à la place de l'avatar.
donc télagamie, et puis aussi de temps en temps, mais ça c'est dans le cadre par exemple d'une étude de texte, on va utiliser Morpho. Morpho qui va permettre d'animer des images fixes, et notamment moi je les utilise lorsqu'on fait des fiches auteurs. Donc on récupère l'image d'un auteur sur internet, et ensuite on l'anime et on le fait parler. Et on le fait se présenter, voilà. Et ensuite, ces petits portraits vidéo, on va les classer dans une autre application qui s'appelle Timeline 3D. Et cette application permet de créer des frises chronologiques en 3D. Donc on glisse en fait au fur et à mesure dans l'année les fiches auteurs sur cette frise chronologique, ce qui permet à la fin de l'année d'avoir une visibilité, et puis surtout aux élèves de se repérer un peu plus dans le temps. J'utilise aussi Evernote. Evernote, alors là, surtout quand je fais de l'écriture mobile, j'aime beaucoup sortir de ma classe dès que j'en ai l'occasion. Donc quand on sort pour écrire à l'extérieur, eh bien, par exemple faire des haïkus dans le parc, ça nous arrive très souvent, ben là on va utiliser Evernote. C'est assez pratique justement parce qu'on n'a pas besoin de connexion pour écrire. Et sinon, qu'est-ce que j'utilise aussi? Explain Everything. Voilà, Explain Everything, on l'utilise surtout pour faire le fond que l'on va ensuite placer sur Telagami. Donc quand on lit un texte ou quand on essaye d'aborder un thème, comme par exemple le théâtre, comment ça marche, comment ça fonctionne, pour les faire réfléchir au fonctionnement d'une chose en général, donc on prend une carte mentale, donc en général une feuille A3 comme ceci, et donc ils mettent le thème au milieu, et ensuite ils irriguent tout le cercle central d'idées qui sont des idées directrices. Ça permet de classer plus facilement et justement d'être amené à classer ces idées et à justement les ordonner. Alors on peut varier les plaisirs avec les cartes mentales. Les sixièmes, ils adorent les faire très colorées, comme celle-ci par exemple, où justement on peut voir que là c'est un résumé de leçon, c'est-à-dire que c'est une manière d'apprendre aussi la carte mentale, c'est une manière de faire une synthèse, et ça peut prendre plusieurs aspects.